Grizzly's coming, run! Noodles. I slip. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Hey, you're sort of a handsome man. But I'm not the right man. And neither is he. Maybe not. But it doesn't matter. You don't understand, Joe. People like that have something inside. Something to do with death. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B. Vous écoutez même la deuxième partie de notre émission consacrée à Sergio Leone, toujours en compagnie du Dr Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous nous sommes quittés de façon un peu rapide d'ailleurs sur Le Bon, la Brute et le Truand, 66, et puis il va arriver une rupture, son départ un peu avec une production américaine, Il était une fois dans l'Ouest, avant de revenir sur cette deuxième trilogie qui fera la fin de sa carrière, l'Ouest, la Révolution et l'Amérique. Juste, moi je voulais revenir sur le fait que à ce moment-là, justement, Le Bon, la Brute et le Truand, Leone arrive quand même à un certain stade. Je suis déjà parti sur mon truc sans vous rappeler que vous pouvez réécouter la première partie, par exemple, sur le site de Canal B. Pour tous ceux qui ont raté le début de cette émission, n'hésitez pas à vous référer, bien évidemment, au site de la radio. On enchaîne vite parce qu'on s'est rendu compte que dans la première partie de l'émission, on avait un petit peu débordé. Ce que je suis exactement en train de faire. Donc je disais que Leone a acquis une notoriété notamment publique, un succès complètement fou avec Le Bon, la Brute et le Truand en Italie, en France, en Europe généralement et aux États-Unis aussi. Ces films, les trois, sortent d'un coup. La trilogie du dollar sort d'un coup aux États-Unis, ce qui aura vraisemblablement une grosse influence sur notamment Sam Peckinpah. Je ne sais plus si tu l'as dit, mais il faut rappeler que oui, c'est en 3 ans. Quoi. Enfin, Ça, je veux dire, les voilà. films ont été tournés en 3 ans. Enfin, ça paraît complètement 64, incroyable. 65, en fait. 66. Il fait sa trilogie du dollar en fait. C'est vrai que c'est complètement fou. Et donc ça apparaît à ce moment, comme tu disais dans la première émission, aux États-Unis, où le western et le cinéma américain en général sont en train, en tout cas, de se chercher, vont piocher du côté du cinéma européen aussi pour essayer de se renouveler, puisque leur super grosse production ne fonctionne pas comme ils l'espéraient. Et des types comme Peckinpah qui ont déjà fait du western, qui ont roulé leur boss un petit peu, c'est évident
qu'ils ont vu, de toute façon, voilà, il a vu les films de Léon avant de faire La Horde sauvage, par exemple. Et sans Léon, il n'y aurait pas La Horde sauvage, il n'y aurait pas le clou dans le cercueil justement qu'a foutu Sam Peckinpah, ce clou magnifique et sanglant et désespéré et qu'on adore, ne serait pas arrivé sans Léon. Léon qui donc, comme je disais, arrive et déjà justement en l'espace de 2-3 ans en fait est devenu une star dans son pays, en Europe et mondialement il est reconnu même déjà comme en tout cas un vrai styliste, même si évidemment les critiques s'écharpent toujours au sujet de son cinéma. Mais le succès est là. Le Bon, le Brut et le Truand, c'est un succès considérable. Dans le monde entier, c'est un succès considérable. Et évidemment, les Américains vont lui proposer des sommes monumentales pour faire un prochain film. Lui, à ce moment-là, après Le Bon, le Brut et le Truand, en tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, c'est bon, il avait fait le tour du western et qu'il voulait plus faire de western. Et il avait déjà en tête de faire Et une fois en Amérique, en 66-67, il avait déjà ça en tête visiblement. Une fois en Amérique, après avoir lu du coup ce roman de Harry Gray qui raconte dans les années 20-30 les petits trucs de petits truands, pas des vrais mafieux. Qui devait être probablement une des premières autobiographies d'un truand. Voilà, on y reviendra pour parler du film, je pense. Mais en tout cas, il a déjà ça en tête à ce moment-là. Sauf que les Américains, avant du pognon pour faire ce grand film sur les truands américains que lui ont envie de faire, ils disent bah oui, non, mais alors, donne de l'argent, mais c'est pour faire un western en fait aussi. Parce que c'est ça qui a fonctionné. Donc tu vas refaire un western. C'est comme ça qu'il se lance. Mais du coup, avec déjà, et c'est là où je pense qu'il y a une vraie rupture en fait un peu en tout cas dans Sergio Leone et dans son cinéma, on va le ressentir aussi, je pense, de cette prise au sérieux en fait. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a pu l'entendre même dans l'extrait qu'on a passé dans la première émission de Mon nom et personne. Je pense qu'il faisait non pas à la légère, au contraire, c'est ce qui caractérise beaucoup le cinéma de Léon, c'est l'attention qu'il prête à sa mise en scène, à son cinéma et le fait qu'il veuille le faire vraiment avec il y met tout ce qu'il a, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de faire des conneries, c'est sûr, quand il fait ses films. Mais par contre, là, c'est bon, les critiques le considèrent, le public est là, c'est une star, et il a de l'argent jusqu'à la fin de sa vie s'il en a envie, malgré les soucis qu'il a eu financiers avec les problèmes de droit du Yojimbo de Kurosawa. Mais voilà, il y va un peu à reculons, je pense, au départ sur l'écriture de Une fois dans l'Ouest, parce qu'on lui réclame, et donc c'est là, comme ça, qu'il va s'acoquiner avec Bertolucci et Dario Argento pour écrire une première version de son film, qui serait à la fois, selon eux, selon ces scénaristes-là et selon cette équipe qui a travaillé sur ce film, peut-être justement le parangon qui cherche à faire du western et en même temps la fin du western. Et c'est étonnant parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a une montée en puissance en fait dans toute l'œuvre de Léon qui est juste hallucinante en fait. On voit, c'est vraiment un entonnoir, quoi. Enfin, c'est incroyable de voir à quel point plus ça avance, plus ça prend de l'ampleur. Je parlerai peut-être un petit peu à part Il est une fois la Révolution, qui est effectivement une production à la base qu'il a fini par réaliser. On y reviendra mais après. Quelque part, il y a quand même une sorte de longue montée en puissance, mais qui se fait sur un motif relativement précis. Un des motifs relativement précis qui apparaît, il apparaît directement dans Le Bon, la Brute et le Truand, c'est l'introduction de la grande histoire en fait, et c'est-à-dire aussi un rapport au western, c'est-à-dire que quand on voit Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, c'est des films qui sont centrés sur des individualistes forcenés, et dans Le Bon, la Brute et le Truand, ces individualistes forcenés qui font leur petit chemin vaille que vaille dans l'Ouest, ils vont rencontrer la grande histoire sous la forme de la guerre de sécession. Et d'ailleurs, c'est toujours amusant de voir comment cette grande histoire apparaît dans le film. Elle apparaît de façon complètement presque exogène, c'est-à-dire qu'elle apparaît, et d'ailleurs c'est très marqué visuellement, et c'est vraiment un coup de génie et un vrai geste de cinéma très fort, c'est qu'à un moment ils sont dans une scène, on n'entend rien, c'est une invraisemblance totale d'ailleurs, et d'un coup ils se retrouvent sur un immense champ de bataille. C'est comme si d'un coup l'ancienne forme de Léon, le récit picaresque, ces individus... Tu parles de... Pardon, parce que je te coupe, je suis désolé, mais tu parles de la séquence où ils vont arriver au pont, mais c'est vrai qu'avant ça, ils ont eu affaire quand même à la guerre. Il y a ça.
hein. Et elle apparaît de façon complètement exogène. D'un coup, il y a un coup de canon, il y a une chambre qui explose et tout ça. On sait qu'elle est là, mais en fait, il y a un tour de force, il y a un coup de force de mise en scène totale dans cette scène-là. C'est que d'un moment, ils se retrouvent à deux, et ils se retrouvent dans un immense champ de bataille. Et c'est comme si d'un coup, le cinéma centré, le cinéma de Leone centré sur le western en tant que pure forme spectaculaire de duel, d'individus et tout ça, rencontrait une forme épique qui serait plus la forme de John Ford, la forme de William Wyler et surtout la forme du western qui est aussi la forme du western qui veut raconter l'histoire, la forme historiographique du western, la forme c'est-à-dire le western qui raconte l'histoire de l'Amérique. D'un coup, là, Leone, dans Le Bon, la Brute et le Truand, va tout de suite investir dans ses récits de strict d'individualistes, hein, ça, c'est ce qui faisait sa force avant, des purs individualistes amoraux, qui vont d'un coup être confrontés à la grande histoire et du coup la construction le grand État américain qui est quand même le fondement mythologique du western, ce qui fait sa stature complètement presque biblique, hein, vraiment pour le coup complètement mythologique et idéologique du western américain. Il y a déjà ça dans Le Bon, la Brute et le Truand. Et Il était une fois dans l'Ouest va complètement radicaliser ça. C'est-à-dire que c'est un western qui, pour le coup, est qu'on pourrait qualifier de beaucoup plus classique dans le sens où il va complètement être dans un registre complètement mythologique. Moi, je sais que quand j'avais découvert ce film-là, pour un peu faire une redite par rapport à ce que je disais, moi, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mais c'est un western incroyablement critique. C'est un film qui va revenir sur toutes des trucs qui à l'époque où moi qui ne connaissais pas le western me paraissait incroyablement pertinent, ce rapport de l'état de droit du passage de la loi du plus fort à l'état de droit, du passage du capitalisme naissant qui va s'allier à la frange la plus basse des brigands pour parvenir à ces droits, de l'espoir que pouvaient nourrir les pionniers pour créer du plein dans du vide, c'est-à-dire des villes dans des déserts, de l'espoir des pionniers capitalistes qui voulaient relier l'Atlantique avec le Pacifique par une voie de chemin de fer. Tout ça me paraissait, moi qui ne connaissais pas le western à l'époque, incroyablement fort mythologiquement, fort politiquement dans la critique que ça pouvait porter. Depuis, j'ai quand même vu pas mal de westerns. Oui, mais c'est vrai qu'il je me disais, tout ça. C'est incroyable à quel point. Moi, j'ai une deuxième vision très récente de Il était une fois dans l'Ouest pour préparer cette émission. Et moi, c'est un film que j'ai découvert très jeune, que j'avais pas revu depuis très longtemps, qui m'avait très très marqué. Et comme je le disais, c'est un film qui m'avait marqué parce que je me disais, mais c'est incroyable la force politique que ça peut avoir. En ayant vu d'autres westerns, je me disais, mais non, en fait, le western, c'est déjà ça depuis le départ. Ça raconte de façon mythologique et de façon très critique, de façon tout ce que je viens de dire. Ce passage de l'individualisme à la communauté, tout ce côté très dialectique qu'il peut y avoir chez John Ford, chez Dmytryk, chez Wyler, chez plein de très grands auteurs de western, tout ce rapport extrêmement fort de la relation de l'intime au collectif. Il y a ça dans le western, c'est ce qui fait la force de ce genre, mais c'est pour le coup un territoire que n'avait pas investi trop Leone sur ce côté-là. Il avait investi le western en tant que genre pour ses motifs spectaculaires, mais pas du tout dans son registre, on va dire, mythologique et historiographique. Il avait plutôt pris du picaresque, il avait pris le genre western, et puis il y avait mis son vécu à lui, ou sa culture à lui, en fait. Carrément, sa culture esthétique à lui, et puis probablement une sorte de vision du monde relativement cynique, il l'avait mis, mais par contre, là, il arrive dans quelque chose de beaucoup plus élégiaque, très fordien, effectivement. La grande ligne d'horizon, c'est Ford, même si le discours véhiculé est complètement différent, la façon de faire est complètement différente. Il le disait lui-même, c'est que Ford était un optimiste. Quand un type regardait par la fenêtre, il voyait l'horizon, et que chez lui, quand un type regardait par la fenêtre, il avait peur de se prendre une balle dans la tête. Complètement, c'est vraiment complètement ça. Dans Il était une fois dans l'Ouest, en fait, ce qui est frappant, et c'est ce qu'il avait d'ailleurs a priori demandé à Argento et Bertolucci, c'est que vous me faites le best-of de tout
ce que vous avez aimé dans le western. Et effectivement, maintenant que je connais un peu plus le western, quand je regarde ça, je me dis mais oui, en fait, mais là c'est 3h10 pour Yuma, là c'est le Cheval de Fer, là c'est la prisonnière du désert, là c'est Johnny Guitar. En fait, c'est une sorte. Shane, c'est l'homme au colt d'or ouais. les a impressionnés. On a toutes les une véritable œuvre de sampling de tous les films, des grands classiques ou petits classiques du western. On a que des situations vues et revues. Et c'est là où on approche d'un geste qui est assez proche de celui de grands sampleurs qui seraient tous les autres hommes cinéma après Leone, qui seraient les Scorsese, qui seraient les Joe Dante, qui seraient les Tarantino plus tard, qui seraient les Cohen, qui seraient les maniéristes, les postmodernes. Là, il était une fois dans l'Ouest que moi à l'époque je prenais comme une grande fresque élégiaque premier degré, quelque chose de purement mythologique. Il y a ça, mais c'est aussi une très grande œuvre postmoderne d'embaumement total en même temps de monter quelque chose dans son épiphanie la plus extrême et en même temps d'embaumement total, d'aller refaire renaître le western comme il l'a fait dans sa première période, d'aller rechercher l'émotion primordiale, de créer avec les outils qu'il avait déjà mis en place auparavant, de créer l'attente, l'étirement du temps, de créer le désir de quelque chose et de l'offrir dans une sorte d'épiphanie. Et en même temps, il y a cette chose-là, et en même temps, voilà, on a quelque chose qui est dans une forme plus pleine, plus classique. Mais c'est là où je voulais en revenir. Il y a deux choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est la différence qu'il peut y avoir, par exemple, et moi qui m'avait gêné, je pense, avec Tarantino sur certains de ses films, c'est les coups de coude aux spectateurs. Regardez, je vous fais un clin d'œil à mon propre cinéma ou au cinéma des autres. Ce qui est un peu ce qui moi m'embarrasse toujours et me fait sortir du film surtout. La grande différence, je pense, de Leone, c'est qu'à aucun moment il fait ce coup de coude au spectateur. C'est que ces références qu'il peut avoir, même si tu parles d'un best-of, et je pense qu'en effet il a pu partir sur cette idée-là, c'est qu'il le fait avec une vraie honnêteté et sans chercher à même s'il espère que le spectateur retrouvera de façon instinctive en fait des impressions, des émotions, que ce soit par le décor, par des archétypes de personnages, de situations, n'importe quoi, le spectateur va s'y retrouver. On n'est pas exactement dans le pastiche, on n'est pas non plus dans le commentaire ou dans le postmodernisme peut-être, mais on n'est pas dans ce que va faire Tarantino plus tard. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est quand il y a une suite qui avait été prévue, enfin en tout cas qui avait été envisagée pour Le Bon, la Brute et le Truand. Et il y a quelque chose qui m'amusait, c'est que donc il y a l'histoire grosso modo, c'était que le personnage de Tuco, Eli Wallach, retrouvait la trace enfin de Blondin 20 ans plus tard, sauf que Blondin, qui était devenu un homme politique, était mort, assassiné, mais par contre son neveu connaissait la trace du trésor et puis du coup Tuco le suivait pour voilà. Et Léon n'avait aucune intention de réaliser ce truc-là, et du coup le réalisateur auquel il a pensé, c'était Joe Dante. Ouais. Et moi je trouvais ça super intéressant par rapport à ce que Joe Dante a pu faire après, justement à ce rapport que Joe Dante avait justement avec les images, que ça soit dans tous ses films, d'ailleurs on a déjà parlé de Joe Dante, et que justement on se retrouve dans ce truc là, et c'est vrai que plutôt que de le comparer finalement, enfin l'une des plus grosses influences serait peut-être plus pour moi justement Joe Dante que Tarantino, justement par rapport à ce non coup de coude, à ce truc. On est baigné par des images, on grandit avec des images, on les connaît et on espère que le spectateur lui aussi les connaît sans avoir à lui marteler en fait, regarde ce que tu es en train de voir en fait, c'est quelque chose que voilà qu'on a vécu tous les deux, mais sans avoir à le marteler à coups de marteau. Ouais, bien sûr, mais après je pense que Joe Dante c'est pareil, enfin moi c'est une lente évolution où d'un coup le spectateur est plus ou moins prêt à accepter cette position-là, où il y a une conscientisation extrême de, ouais, justement, on peut accepter le fait que ce soit un coup de coude, d'avoir des grumeaux, en fait, dans ce grand bain postmoderne des citations. Là, effectivement, dans Les Une fois dans l'Ouest, il faut pas de grumeaux et ça passe. Moi, après, voilà, moi je pense que c'est son film, moi, je dirais pas, pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Enfin, c'est son chef-d'œuvre dans le sens où je vois pas, je regarde ça, j'ai l'impression de voir une longue suite d'épiphanie en fait, de me dire mais c'est incroyable de voir un film qui est puissant tout le temps. C'est aussi une rupture dans le sens où c'est un film qui est extrêmement émouvant, enfin, vraiment qui va chercher ça. C'est non pas que les films précédents étaient émouvants, mais pour le coup, pour une poignée de dollars,
n'est pas émouvant, pour quelques heures de plus est émouvant. Lors par le biais du personnage il est émouvant par le biais du personnage de Mortimer et du flashback, et ça c'est un rapport qui est très particulier aussi à Léon, c'est le rapport au temps, hein, effectivement, hein, c'est quelqu'un qui c'est une matière, c'est sa matière première, hein, c'est le temps, et c'est sa matière première sous tous les sens en fait. Je dirais par exemple que chez Léon il y a cette chose qui est très particulière, c'est que il y a rien dans le temps présent qui est émotionnel. Tout ce qui peut véhiculer de l'émotion, c'est le passé ou c'est le futur éventuellement. Mais dans le temps présent, en fait, il y a rien de vraiment émouvant. Je suis pas d'accord. Il peut y avoir de la tendresse. Non, mais il peut y avoir de la tendresse, il peut y avoir de l'amitié. C'est vraiment le cœur, effectivement, qui peut être un peu émotif chez lui. Mais ça sera jamais. Ça sera le côté un petit peu buddy movie quelque part. Mais il y aura pas quelque chose qui va être très élégiaque sur le présent. On va avoir quelque chose. Si je prends l'exemple pour justement, il était une fois dans l'Ouest. On a quelque chose qui est comme ça, où vraiment on a toujours cette figure du flashback traumatique de Charles Bronson, qui lui est mu par une émotion, un trauma qui le meut, hein, vraiment, c'est une sorte de mort-vivant qui n'est là que pour accomplir une sorte de vengeance contre le personnage d'Henry Fonda. On va avoir les personnages de Mortimer, le conducteur, qui lui est mu uniquement par l'espérance d'atteindre le Pacifique, et là c'est très beau, c'est très élégiaque, il est en train de contempler son tableau du Pacifique, on entend les vagues et tout, c'est magnifique, ça dit quelque chose de façon très mythologique sur le rapport à l'Ouest, sur le rapport d'aller de l'avant. On va avoir le personnage et on va avoir ces personnages de ceux qui sont dans le présent, qui sont des purs hommes d'action, qui sont les purs résidus quelque part des personnages de la première trilogie, de la trilogie du dollar, de ces gens de l'Ouest qui vivent dans le présent, qui eux sont plutôt dans le personnage de Cheyenne, qui lui est dans une sorte de présent mais finalement il n'y a rien qui le meut, si ce n'est l'opportunisme et une sorte de moralité, mais il est très émouvant le personnage. Mais il n'y a pas ce truc-là. Moi, je pense que, effectivement, moi, le personnage de Cheyenne, je le trouve bouleversant, quelque part. Mais c'est quelqu'un qui n'est mu par rien, en fait, enfin qui n'est mu que par un présent, et Léon en tant que cinéaste le filme comme quelqu'un de perdu d'avance, et là où l'élégie, le truc élégiaque qui fait que Elle était une fois dans l'Ouest est bouleversant, il ne va être dévolu qu'à Mortimer, qui ne se projette que dans le futur, que à Charles Bronson, qui n'est mu que par le passé, et effectivement, il y a ce personnage de Jill, de Chloé Cardinal, qui elle est un personnage de pur présent, et qui est un personnage absolument, très problématique, mais en même temps hyper émouvant aussi, mais qui elle fait avec ce qu'elle a, en fait, et qui elle est un personnage de pur présent, qui va effectivement finir qui va être le symbole dans le film du futur, hein, quelque part, de quelqu'un qui va vraiment créer quelque chose de futur, qui va sûrement marcher, en tout cas elle va construire quelque chose. Mais ce qui me fait dire que ce film, qui pourrait être aussi, qui est un film crépusculaire quelque part, crépusculaire pour quelques personnages, pour Bronson ou pour Cheyenne, c'est à la fois un crépuscule, c'est à la fois une aube, et à la fois ça correspond aussi au geste de cinéma de Léon, qui est à la fois d'enterrer quelque chose, d'enterrer une sorte de vision de l'Ouest, de l'individu, du westerner, et en même temps de porter, d'avoir cette mélancolie-là de quelque chose qui se perd, et de porter aussi quelque chose, l'aube de quelque chose qui va arriver. Et là-dessus, je trouve le film parfait, quoi, vraiment. Mais je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, et pour moi, voilà, Léon, justement, et par rapport à ce film-là, et surtout une fois en Amérique, je pense que c'est l'un des cinéastes les plus mélancoliques, en fait, de l'histoire du cinéma. Et par rapport au temps présent, même si évidemment c'est un peu compliqué, mais ce personnage de Cheyenne, qui pour moi, quand je me rappelle très bien, enfant, c'était un personnage vraiment extrêmement secondaire. Parce que justement, déjà on le voit pas justement dans les fusillades ou quoi que ce soit, ou dans l'action. Finalement, il n'a pas les actions les plus fortes chez Yen. Il apparaît, et en le revoyant aujourd'hui, je me suis rendu compte que il apparaît, et justement il est là pour essayer de faire profiter
aux personnages autour de lui et aux spectateurs du moment présent. Mais du coup, c'est des moments de pause, des moments de flottement. C'est des moments où il va rencontrer Claudia Cardinal, Jill, chez elle. Lui demander de faire du café, ils vont avoir une petite discussion, il va avoir de la tendresse, il va avoir presque du romantisme, mais sans aucun contrairement aux autres personnages d'ailleurs masculins du film, il va pas avoir de gestes vraiment déplacés vers elle, alors même que c'est lui qui explicite le dialogue de la main aux fesses, mais cette main aux fesses, elle est là plutôt pour justement mettre on y reviendra sûrement, mais par rapport aux femmes, on parle de ça. bref, par rapport au côté hyper macho et sexiste du cinéma de Léon. C'est un peu compliqué ça aussi, mais il y a quelque chose justement de ce rapport au présent que pour moi ce personnage incarne parfaitement en fait, mais c'est un moment présent qui est voué justement à disparaître, et pour moi il l'incarne parfaitement, et cette disparition aussi, puisque justement la fin, le final de It's une fois dans l'Ouest, ces dernières 20 minutes, ce personnage mourant mais sans vouloir le dire, qui continue à converser avec les autres personnages pour leur exprimer ce qui pour lui est important dans la vie, des choses de ce genre, justement quelque chose à voir avec la mort, et même sa mort à lui en fait, et d'être trimballé par cette espèce d'ange exterminateur qui est Charles Bronson. Il incarne pour moi terriblement ce moment présent. Et ce moment présent, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est du coup cette amitié à la fois avec Jill, Claudia Cardinal, ce buddy movie aussi qui se crée, qui est un peu sourd, mais que je trouve vraiment beau avec Charles Bronson. Et il y a quelque chose qui va continuer à essayer de faire vivre, surtout en termes d'amitié. Moi je trouve que c'est très très beau ce qu'il essaye de créer dans cette dernière trilogie, parce que la relation, pareil dans Une fois dans la Révolution, entre James Coburn et Ron Steiger, moi je la trouve, c'est une très très belle, c'est un très très beau buddy movie quand même. Et ce qui se passe pareil dans Une fois en Amérique, entre James Woods et De Niro, c'est très très beau. Et moi ce temps présent pour moi il se pose là justement en fait, mais la mélancolie de Léon ne fonctionnerait pas justement s'il n'avait pas un personnage qui pouvait poser pour incarner ce temps présent, justement, temps qu'on est en train de perdre. Ah oui, non, mais de toute façon, s'il n'y avait pas cette base-là, tout le discours même le système esthétique, à mon avis, de Léon ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que je pense qu'Une fois dans l'Ouest fonctionne très bien, parce qu'il a des personnages qui font le lien entre le passé, évidemment le flashback, le futur. Jill, pour moi, elle incarne justement cette capacité à penser à tout de suite l'après, constamment. Elle incarne pour moi le futur. Et puis il y a ce personnage-là de Robards qui lui incarne vraiment le présent, quoi. Henry Fonda, pour moi, c'est vraiment le passé, c'est l'ancien monde qui justement doit disparaître. Non seulement il est voué à disparaître, mais en plus il doit disparaître parce que finalement il a absolument plus sa place dans ce monde-là, ses méthodes ne sont pas les bonnes, et ce lien qu'il arrive à faire est de façon, je pense, très fluide dans sa narration, dans sa mise en scène. C'est ça qui en fait, je pense, pour moi un très très beau film, c'est qu'il arrive à mêler tout ça sans en plus que ça soit trop démonstratif. Ouais, en fait, je pense que c'est un miracle, parce que moi, à chaque fois que, à force depuis le temps que j'avais pas vu le film, et puis depuis j'ai vu quand même beaucoup de westerns, et je me disais mais ouais, et chaque fois que je voyais un western, je me disais mais en fait ce que je trouvais si original dans Il était une fois dans l'Ouest, en fait ça ne l'est pas. Et j'avais vraiment assez peur de le revoir. Je me suis dit, je vais justement avoir ce sentiment très fort d'œuvre de sampling, et je vais ne voir qu'un best-of en fait, quoi. Et non, en fait, tout fonctionne, quoi. Et effectivement, ça pourrait paraître difficile de rentrer dans le système du film, comment ça fonctionne, mais pour un peu finir, c'est l'objet de cette discussion. Je me dis, mais je pense qu'il y a quand même ce rapport au temps, qui est très fort, et ce rapport au temps présent. Je pense qu'effectivement, le film a besoin d'avoir des personnages comme Cheyenne, des personnages comme Claudia Cardinal, comme Jill. Mais c'est des gens, en tout cas pour Cheyenne, qui sont peut-être dans le présent, mais qui se sait en sursis, quoi, qui se sait anachronique. Ah oui, évidemment. Et lui, il porte ça. La mélancolie il porte du film, voilà, cette sorte de bonhomie qui est incarnée aussi par la musique de Morricone, qui est extrêmement sautillante et en même temps qui a une tonalité un peu funèbre. Mais voilà, il fait une sorte de lien, mais il n'empêche qu'il y a une sorte de point absent quand même chez Léon, qui est aussi le point absent de ce qui le différencie fondamentalement de Ford, par exemple. Ford qui est quand même le cinéaste du temps présent, de la communauté, et en même temps, lui, il a un regard vers l'avenir
il sait d'où on vient, il sait où on va, mais il y a chez Ford, dans ses meilleurs moments de ses films, c'est en général des moments où le temps présent porte en lui-même le passé et l'avenir en même temps, et il y a une sorte de communauté de ces trois temps-là, quoi. Chez Léon, jamais. Enfin, le futur, il est incertain, le passé, il est traumatique, et quand on est dans le présent, des fois, on sait qu'on est peut-être déjà mort finalement. Enfin, il y a quelque chose qui est comme ça. Oui, complètement, oui, évidemment. On va faire une nouvelle pause, et en parlant de traumatisme, on va écouter des musiques dites une fois dans l'Ouest et puis des extraits dites une fois en Amérique. Rappelez quand même, avant de revenir, je pense surtout sur ce dernier film de Léon, qu'il était une fois dans l'Ouest. En France, c'est un succès colossal. C'est 15 millions d'entrées. Et c'est le seul pays où le film a été un succès colossal. Aux États-Unis, c'est un peu un échec, mais 15 millions d'entrées, c'est complètement, c'est colossal. C'est un an, pendant un an, c'est dans tous les cinémas. La bande originale, évidemment, qui se vend à des exemplaires pas permis. Et sur les barricades en 68, les gens portent des caches-poussières. Voilà, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. On est en 68, voilà, c'est assez impressionnant, et il faudra attendre, même s'il y aura une fois la Révolution, on va y revenir rapidement, mais il faudra attendre 84 ensuite pour que Léon fasse enfin le film qu'il rêvait de faire. On fait cette courte pause de 7 minutes, et puis on se retrouve juste après pour terminer cette émission spéciale Sergio Leone. Je crois que... Oui. Je commence à croire que si jamais je te tue, je risque de le regretter. Tu aimes bien vivre. Et tu aimes aussi sentir les mains d'un homme sur ton corps. Tu aimes ça? Même si ses mains sont celles de l'homme qui a assassiné ton mari. Toi alors, tu es une drôle de salope. Tu es le genre de fille qui ne reculerait devant rien pour rester en vie. C'est exact, Franck.
You can pray here, too. Here or in the synagogue. To God, it's the same difference. Come over here and sit down. My beloved is white and ruddy. His skin is as the most fine gold. His cheeks are as a bed of spices. Even though he hasn't washed since last December. His eyes are as the eyes of doves. His body is as bright ivory. His legs are as pillars of marble. In pants so dirty they stand by themselves. He is altogether lovable. But he'll always be a two-bit punk, so he'll never be my beloved. What a shame. Donc un extrait dit une fois en Amérique. Je vais laisser Antonin en parler tout de suite, rapidement revenir sur le fait que après une fois dans l'Ouest, Sergio Leone tente de se lancer dans la production en cherchant vraiment à être le super producteur qui va contrôler, qui va choisir le metteur en scène, le scénario, l'équipe artistique, mais il cherche pas trop à prendre la responsabilité de la mise en scène. C'est un truc que beaucoup des gens qui ont travaillé avec lui ont dit, c'est qu'il n'était pas quand même sûr de lui, il avait peur de décevoir, il avait désormais une réputation, il voulait pas être en deçà de sa réputation, et donc il cherche à se libérer de tout ça. Il fera des productions, notamment Mon nom est personne, on a entendu des extraits, c'est son assistant Tonino Valéry, qui va s'en charger, mais il sera présent extrêmement, Sergio Leone, un film très très chouette d'ailleurs, on y reviendra peut-être dans une autre émission, on n'a pas le temps aujourd'hui, et une fois la Révolution par exemple, il veut pas le mettre en scène au départ, c'est Bogdanovich. Alors je renvoie tous les gens à lire encore une fois le livre de Freiling par exemple, ou d'autres qui reviennent beaucoup sur cette histoire-là, Bogdanovich, ça se passe très très mal, après il demande à Peckinpah veut pas, il va le faire, et du coup c'est pour ça aussi, on va passer un peu sur ce film qui est loin d'être mauvais, une fois la Révolution, il y a une super bande originale en plus de Morricone encore une fois, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le soin que Leone a pu accorder à l'Ouest ou à l'Amérique. On ne retrouve pas ce soin-là exactement dans la mise en scène, en tout cas dans la Révolution, même s'il va s'attarder sur des détails, sur des objets énormément, il y a des très très belles scènes, il y a de très beaux moments, ça révèle pour moi quelque chose de fondamental aussi dans le cinéma de Leone, c'est cette capacité à mêler le tragique, l'émotion, le buddy movie, la tendresse, avec une espèce de vulgarité complètement assumée, et en même temps, c'est que Leone a conscience, sait ce que c'est la vulgarité, il a envie d'en mettre en fait, c'est une volonté importante. C'est presque une obsession. C'est une obsession. Il faut de la vulgarité. Il faut absolument. C'est l'introduction du film. C'est le héros qui pisse sur un arbre. C'est le générique sur de la pisse. On démarre avec ça. C'est un viol. C'est des culs. C'est du caca. C'est de la crasse. On retrouve ça chez un autre homme cinéma qui serait Spielberg. Il y a
une obsession scatologique et je sais même pas si il a envie consciemment, mais c'est qu'il ne peut pas s'en empêcher. Voilà, mais alors Léon, ça a l'air un peu plus conscient quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a affirmé, il l'a demandé aux gens avec qui il travaillait. Non, mais là, il faut ça, c'est important. Il faut qu'il y ait de la piste, là. Il faut qu'il y ait des fesses, il faut qu'il y ait du poil, il faut qu'il y ait de la crasse. C'est quelque chose qu'on retrouve dès le départ, mais qu'il affirme, je trouve, énormément, de toute façon, avec La Révolution, qui est pour moi vraiment le film de sale gosse. Ce film où il souhaite affirmer son côté un petit peu anard, que la politique, de toute façon, c'est de la merde. On peut croire en personne, il faut croire en nous-mêmes, il faut croire en nos émotions. La seule foi que j'ai finalement, c'est la foi du cinéma, c'est la foi non pas de l'art, parce que l'art, justement, c'est la citation de Mao Tse-tung qui l'affiche au début de son film et qui a scandalisé pas mal de ses collaborateurs d'ailleurs. Mais l'art, la révolution, ça passe pas par l'art, ça passe par la violence, et cette violence qui fait cinéma du coup, quoi. Mais il est capable de mêler un peu tout ça, mais pour moi, et je vais te laisser revenir là-dessus, cette capacité à mêler la vulgarité avec la tendresse, la poésie, la mélancolie, ça, pour moi, le moment où il parvient à le faire le mieux, c'est pour son dernier film, donc du coup en 84, après avoir fait de la publicité, après avoir produit plusieurs films italiens, après avoir vraiment pendant des années parlé, il n'y avait pas de surprise, tout le monde savait qu'il préparait ce film sur l'Amérique, parce qu'il en parlait depuis des années, où il était jury au Festival de Cannes ou je ne sais quoi, mais il a mis un temps fou à trouver les fonds et à écrire le scénario qu'il voulait pour Il était une fois en Amérique. Ouais, enfin c'est pareil, ça fait partie des films que j'avais pas revus, que j'ai découvert très jeune, enfin ado en tout cas, et que j'avais pas revu depuis, et qui m'avait déjà laissé une impression extrêmement forte. Et on en parlait pendant la diffusion de ce petit montage. Moi je mange un gâteau, je pense à l'étude fait en Amérique, c'est systématique, quoi. C'est un film de fou. En fait, il y a plein de films qui m'interrogent dans ce film-là. Effectivement, on n'aura pas le temps d'arriver au bout des richesses de ce film, qui est quand même un immense, un film absolument immense, et assez spécial et assez malade aussi, à mon sens. Mais c'est un film aussi qui c'est marrant parce que c'est un film qui a marché, qui a marchoté. C'est un film qui est sorti dans les années 80. Ça ressemble pas du tout à un film des années 80. Non, c'est important de le dire. C'est vraiment, ça ressemble pas. On n'est pas, en voyant le film, tu peux pas dire à quelle époque il a été fait. Oui, carrément pas. Et c'est un film en plus on pourrait se dire, bah tiens, ça c'est le fameux ego trip d'un grand auteur des années 60-70, tel que Apocalypse Now, Heaven's Gate et tout ça. Et puis il va se planter avec ça. Mais sauf que là, c'est beaucoup plus tard. C'est déjà dans les années 80, sont bien entamés quand le film sort. Ouais. Et c'est aussi un film qui, tout comme tous les autres films de Léon, n'ont jamais eu de prix, par exemple, quoi. Léon, c'est quelqu'un qui a jamais été couronné par aucun prix officiel. C'est quelqu'un qui a été couronné par le box-office, mais quelqu'un qui a été couronné par le public, qui a été identifié en tant qu'auteur. Aussi, le Nouvel Hollywood s'est réclamé de lui très vite. Mais par contre, pour le coup, il n'a pas eu de prix à Cannes. Je sais qu'il était toutefois en Amérique, par exemple, ça a été projeté à Cannes, mais hors compétition, parce que les producteurs ne voulaient pas le présenter en compétition parce qu'ils avaient peur. C'était une production très compliquée sur laquelle on ne reviendra pas forcément. Mais c'est un film qui, pour le coup, me paraît très négligé en fait dans l'histoire du cinéma quelque part. Bizarrement, on se dit c'est quand même un film qui revient très peu. Effectivement, ça vient aussi du statut de Léon, où on ne sait pas est-ce que c'est un film italien, est-ce que c'est un film américain. C'est vrai que l'histoire du cinéma, pour les cinéphiles, c'est surtout l'histoire du cinéma américain. Là, c'est quand même un film qui est extrêmement bâtard, comme tous les films de Léon. Et c'est un film dont moi je sais que c'est mon anecdote de cinéma préférée, c'est celle que racontait Léon à Sim Solo dans ce fameux bouquin d'entretien, et qu'il a aussi raconté ailleurs, me semble-t-il, mais qui me paraissait, enfin moi, une anecdote de cinéma fondatrice dans ma cinéphilie. Dans Sim Solo, il le raconte comme ça, c'est genre, voilà, il découvre à un moment ce bouquin de Harry Gray, qui, on l'a dit, est un brigand, enfin un truand, un membre de la mafia, qui pour le premier, même sûrement, ou un des premiers, justement, pas de la mafia, mais pas dans peut-être une petite main, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est une des premières autobiographies de truands, de crimes organisés, et Léon tombe dessus et il tombe amoureux du truc, mais sans savoir vraiment pourquoi en fait ça l'intéresse, ce truc-là. Il voit ça, il voit que là-dedans il y a son prochain film, mais il sait pas vraiment pourquoi. Il raconte ça à Sim Solo, il dit j'ai voulu le voir, le rencontrer, le Harry Gray, c'était très difficile, je sais pas ce que c'était en fait, pourquoi il sortait de 20 ans de tôle, il avait peur. Il sortait de 20 ans de tôle, il avait peur, le mec était fan des films de Léon, donc finalement il accepte.
Il avait donné ses copains, donc il avait peur d'être retrouvé. Effectivement, oui, il y a ça. Et il comprend, en le rencontrant, il met le doigt sur finalement ce qui le fascine là-dedans. Et ce qui le fascine là-dedans, et effectivement, c'est la clé d'une part du cinéma de Léon, mais aussi de tout le cinéma à venir, depuis 40 ans, il comprend que ce type-là, en fait, qui donc est le premier, voilà, je le répète encore, le truand qui a écrit son autobiographie, il comprend que ce type-là, dans son autobiographie, n'a raconté sa vie que à l'aune d'archétypes, de figures, de structures dramaturgiques qui venaient du cinéma américain. Que ce type-là, qui est supposé se livrer dans un livre, était incapable de se livrer avec ses mots propres, il était obligé de s'en remettre aux structures dramaturgiques, aux archétypes, aux figures du cinéma auquel lui-même il avait été soumis. Et finalement, il était tout en Amérique, naît de là, en fait. De, à la fois, raconter une fresque, non pas une fresque, mais quelque chose de l'ordre du gangstérisme, mais à l'aune de représentations qu'elle a pu créer. Donc après, c'est Léon lui-même qui le disait. Ça s'appelle Il était une fois en Amérique, mais ça pourrait très bien s'appeler Il était une fois le cinéma, il était une fois une certaine idée du cinéma, et c'est effectivement un film qui n'est qu'une sorte de projection, et l'idée de la projection est fondamentale chez Léon. C'est juste un personnage qui projette quelque chose, et là, De Niro est dans sa fumerie d'opium et projette sa vie passée, son enfance, et projette sa vie future. Il projette, quand il voit une nana, il n'a accès qu'à une projection, qu'à une image de la nana. Il n'aura jamais accès à la nana, sauf en la violant brutalement. Mais sinon, il ne désire d'elle qu'une image. Il est perdu complètement contact avec la réalité, quelque part, et aussi avec le présent, avec ce fameux présent dont je parlais. C'est quelqu'un qui ne vit que dans le passé, dans quelque chose pour lequel il éprouve une sorte de mélancolie nostalgique, et une sorte de futur qu'il imagine à l'aune des images avec lesquelles il a grandi. Donc on a un film qui finalement, qu'on peut lire très bien comme une sorte de longue évolution de toutes les formes de l'histoire du cinéma. Finalement, c'est très discret, hein, c'est pas vraiment du tout théorique, on n'est même pas encore chez De Palma ou je sais pas quoi. Enfin, c'est même pas dans ce sens-là. Le film est uniquement sentimental quelque part, quoi. Il est uniquement sur le sentiment, mais quand on le regarde d'un point de vue plus analytique ou intellectuel, on se rend compte que ouais, finalement ça débute avec le cinéma muet, le De Niro qui met sa tête sur une petite lucarne et qui voit une jeune fille, son amour d'enfance, qui navigue dans des volutes de farine sous un angle sépia, et là on a juste le daguerréotype de le cinéma primitif, et après on va aller dans le cinéma de gangster. Après, on va aller dans le cinéma paranoïaque. Il y a une sorte de film extrêmement à la fois très élégiaque, encore une fois on est chez Léon, mais extrêmement mortuaire sur l'horreur de ne pouvoir avoir affaire qu'à des images, en fait, quoi, et de ne pouvoir à aucun moment interagir au présent et de façon vraiment direct avec le réel, si ce n'est en passant par tout ce qui va faire le truc un peu à la Baudrillard, de genre le réel a disparu, on n'a affaire qu'à des images qui sont en face de nous, quoi. Et ça va même encore plus loin, je trouve, parce qu'au-delà de son image qu'il projette de sa vision du cinéma et de ce que pourrait être le cinéma, j'ai l'impression, et c'est quelque chose qu'il avait déjà mis en place de toute façon avec les précédents un petit peu, mais que là il l'affirme, c'est son portrait de lui en tant que cinéaste, qui serait peut-être pas un imposteur, mais en tout cas un type qui justement en tant que cinéaste même n'est qu'un spectateur, enfin pas exactement qu'un spectateur, parce qu'il agit de façon quand même détournée sur certaines actions, mais quand on regarde bien, De Niro sur les 3 heures, 4 heures du film, c'est dans la version longue, et grosso modo il ne fait rien pour faire avancer l'action, en tout cas. Ouais. C'est que justement il assiste, il est face à
Alors, je pense que Léon, quand il fait le film, il se met pas uniquement dans De Niro, il se met aussi énormément dans James Woods, qui lui-même se révèle être un grand imposteur. C'est le grand final du film, c'est justement, je suis un imposteur, j'ai fait des choses, j'ai fait des conneries, et aujourd'hui, ça me rattrape. Ça me rattrape, toutes les conneries que j'ai pu faire, elles vont me rattraper, donc il faut que je disparaisse. C'est ce qui était dit d'ailleurs dans Mon nom et personne déjà 10 ans ou 15 ans avant. Et ils ont trouvé, enfin, le face-à-face final entre James Woods et De Niro me fascine beaucoup pour ça. C'est la confrontation des deux personnalités de Léon, parce qu'il est, malgré toutes les conneries qu'il a pu raconter dans toutes ses interviews sur la façon dont il pouvait lire, dont il pouvait avoir des connaissances, dont il avait fait telle ou telle chose, alors que tous ses collaborateurs ont dit non, c'est pas lui qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça, et lui il s'approprie tout le travail. Mais dans son cinéma, il est honnête, il est profondément honnête en fait, et il met ses contradictions comme ça dans ses personnages qui vont s'affronter, et qui, tous ces personnages ont leurs erreurs. C'est que des erreurs qui s'affrontent de toute façon, quoi. Il n'y a aucun héros, absolument aucun héros dans Il était une fois en Amérique. Tout le monde a fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, et ce qu'il faut faire, c'est juste comment on fait avec toutes ces erreurs-là, qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça en fait, quoi. Et il se passe que du coup t'es passé à côté de ta vie en fait. Il y a quelqu'un qui t'a volé ta vie, mais cette personne qui t'a volé ta vie, de toute façon, elle le regrette aussi parce que c'est des erreurs, et puis qu'aujourd'hui il reste plus rien, quoi. Et le film est d'une tristesse terrifiante. C'est le film le plus mélancolique du monde, je pense. Et tout est associé. Il y a une combinaison de talents sur le film qui fait que ça tient du miracle entre Morricone, le chef-op, les acteurs qui sont au top, alors que Léon a toujours un peu entre guillemets méprisé ses acteurs, ou les a rabaissés, ou leur a demandé d'en faire moins, toujours moins. Et là, en fait, il laisse enfin ces acteurs s'exprimer. De Niro est exceptionnel, mais James Woods est complètement dingue. Tous les acteurs sont complètement fous. La musique de Morricone est sans doute la plus belle composition qu'il ait pu faire. C'est une des plus belles compositions de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que voilà, tout se regroupe pour faire de ce film un espèce de, pour moi, de miracle, mais un miracle de mélancolie totale. Mais miracle, et puis après je pense que c'est même pas, c'est au-delà du miracle, dans le sens où je pense que t'as une sorte de dernier jet d'un artiste. Enfin, vraiment, t'as quelque hors chose hors de tout, en fait, où là il a tout mis. Il y a une combinaison de talents, comme tu dis, et ça, c'est pas de l'ordre du miracle dans le sens où tu te dis, mais c'est une longue suite d'épiphanies. Il a tout mis. Oui, c'est ça. Mais c'est pas par hasard. Quand je parle de miracle, je veux pas parler de hasard, de rencontre. Non, c'est le fruit de quelque chose. Tout est dans un contrôle absolu. On se dit, mais c'est encore, tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais de Le Bon, la Petite Truand, de dire voilà, là j'ai l'impression de voir le cinéma à l'état pur. Là, quand on voit Il était une fois en Amérique, moi je suis circonspect devant le film à plein de moments. Je me dis c'est un grand chef-d'œuvre malade, je le trouve déséquilibré, je trouve qu'il y a des parties beaucoup plus fortes que d'autres, je trouve que c'est impossible que le film se remette de la partie sur l'enfance, il y a des scènes que je trouve plus faibles. Voilà, je trouve que sur les 4 heures que dure le film, il y a vraiment des moments trop faibles. Il y a un déséquilibre, mais ceci dit, les scènes qui sont là-dedans sont non seulement parmi les meilleures que Léon ait pu tourner, et parmi les plus belles que j'ai vues dans l'histoire du cinéma. Et pour relier par rapport à ce que je disais sur le présent, et ce rapport que Léon avait avec son à toujours être élégiaque par rapport au passé ou élégiaque par rapport au futur. Effectivement, quand je parlais du passé, je parlais par rapport au flashback de chez Léon qui était très très court, mais là le flashback chez Léon dans Il était une fois en Amérique, il est plutôt long. C'est le cœur du film, c'est le rapport à l'enfance, et c'est ce fameux film qu'il a toujours voulu faire sur son enfance probablement. Et moi, clairement, j'ai jamais vu un film sur l'enfance comme ça. Enfin, même en termes de direction d'acteurs des enfants, tu dis c'est quand même chaud à réussir ce truc-là. Et là, c'est hallucinant, de beauté, quoi, de justesse. Il est temps malheureusement de se quitter pour tout ce qui est, parce que c'est quelque chose dont on aurait pu parler, des projets avortés de Léon, notamment sur la fin de sa vie, mort en 89, Léon, donc 5 ans après ce film-là. Il avait encore un projet sur Leningrad. Je ramène encore une fois les gens à relire donc les quelques ouvrages dont on parlait, celui de Christophe Freiling, celui de Jean-Baptiste Autoret ou de Sim Solo, voire celui de la Cinémathèque française. Revoir les films bien évidemment. Il est temps malheureusement de se quitter. Vous pouvez retrouver cette émission principalement, je l'ai dit, sur le site de Canal B en podcast, les 2 émissions. Il est temps de se quitter. On remet
remercie encore une fois notre tipeur ou tipiste Teddy qui nous a commandé pour une très grosse somme d'argent cette émission sur Sergio Leone. C'est un plaisir de la réaliser. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés. On se quitte avec Et une fois en Amérique. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci, des bisous. How's your sister? Ain't seen her for years. She's a big star now. We should have known, huh? You can always tell the winners at the starting gate. You can always tell the winners, and you can tell the losers. Who would have put a penny on you? I put everything I ever had on you. Yeah, you would have lost. Well, you beat. Good night. Good night, Mo. Thanks. What have you been doing all these years? Been going to bed early.